Chuchoté entre deux femmes âgées assises sur un banc tard dans la nuit, la question s'est posée, et qui sont ces enfants? Les derniers jours de l'été s'étiolaient, le soleil se couchait à l'horizon, les oiseaux gazouillaient et une musique lointaine se faisait entendre, peut-être en provenance d'un café voisin. Sous un bâtiment miteux de 5 étages, deux vieilles femmes, connues pour être les principales pourvoyeuses de ragots dans ce quartier, étaient assises sur un banc. Elles se sourient toujours amicalement, mais se parlent dans le dos. Leur conversation tourne souvent autour de ragots et de remarques désobligeantes sur tout le monde. « Oh, c'est Casey Kramer », remarque l'un d'eux. Elle a 4 enfants. Tu as entendu dire qu'ils ont tous des pères différents? Les jeunes sont tellement insouciants de nos jours en fait, ajoute l'autre femme. Casey est mariée et a un enfant avec son mari. Je crois. Je n'en suis pas tout à fait sûre. Et en plus, elle a accueilli 3 autres enfants quand son ami est décédé dans un accident. La voisine sursaute de surprise. Le voisin sursaute de surprise, vraiment? Elle les a accueillis par gentillesse? Son appartement doit être assez grand, mais quand même, avec 4 enfants, on doit se sentir à l'étroit et il semblerait que l'aîné des enfants soit en train de passer son bac cette année et d'aller à l'université. Je me demande lequel est le sien, le plus jeune, se demande la femme. Chut, elle arrive, prévient l'autre femme. À ce moment-là, Casey s'approcha, suffisamment près pour entendre leur conversation. Elle se demanda si elle devait les confronter, mais décida que cela ne valait ni son temps ni son énergie. Au lieu de cela, elle salua les femmes âgées d'un doux sourire. Ses enfants les saluèrent également poliment avant qu'ils n'entrent dans le bâtiment et ne commencent à monter les escaliers. Erika, la fille aînée de Feu Maya, ouvrait la marche. Casey suivait. Tenant la main de son fils de presque 4 ans, 3, qui avait des cheveux noirs bouclés, ressemblant parfaitement à son père. Derrière eux, Sam, le fils cadet de Maya, et Julie, la fille cadette, empruntent les escaliers. Casey elle-même était brune, petite et belle, et attirait souvent l'attention des hommes. Cependant, son mari, Louis, n'y prête pas attention, tout comme il ne prête pas attention à sa femme. Casey et Maya étaient plus que de simples amies d'enfance, leur lien ressemblait à celui de sœurs. Toutes deux étaient des enfants uniques dans leur famille, sans frère ni sœur pour les défendre. Maya, plus âgée, a toujours protégé et soutenu son amie. Il est même arrivé que Maya sauve la vie de Casey après que des garçons l'aient poussée du haut d'un pont, ignorant qu'une fille de 11 ans ne savait pas nager. Casey n'avait jamais appris à nager, faute de temps de la part de ses parents. Alors que Casey et ses enfants disparaissent dans le bâtiment, l'histoire de leur vie se poursuit, remplie à la fois de souvenirs partagés et des difficultés de la vie quotidienne. Des journées remplies de disputes et de recherches de richesses occupent Casey. Mais au milieu de tout cela, elle se retrouve au bord de l'eau. Sans hésiter, Maya la rejoint, ignorant qu'elle vient de sortir de l'hôpital après une morsure de chien qui a nécessité 15 points de suture. Maya a courageusement tiré Casey vers la sécurité, mais malheureusement, ses blessures se sont infectées, entraînant une septicémie et une nouvelle hospitalisation. Alors que Maya terminait ses études, leurs communications se sont espacées et elle a fini par déménager en ville. La différence d'âge de 4 ans entre les deux amies est devenue évidente lorsqu'elles sont entrées dans l'âge adulte. Maya est tombée enceinte alors qu'elle était encore à l'université, et Casey lui a apporté tout le soutien possible pendant cette période difficile. La relation de Maya avec son petit ami, David, a été difficile, avec des disputes et des larmes constantes, mais les choses ont fini par s'améliorer et ont abouti au mariage. Maya et David ont eu la chance d'avoir 3 enfants, et bien que l'apparence de Maya ait légèrement changé après l'accouchement, David l'adore toujours, malgré leurs désaccords occasionnels. Casey se rendait souvent chez eux et a été présentée à Louis, le meilleur ami de David, qu'elle a fini par épouser. Bien que Casey ait longtemps lutté pour concevoir un enfant, leur fils tant attendu, 3, est finalement né. Tragiquement, le jour où ils prévoyaient de choisir le papier peint pour la chambre d'enfant, David et Maya ont été victimes d'un accident. Casey a pris la responsabilité de s'occuper de leurs enfants, alors que David pensait que la chambre d'enfant devait avoir un papier peint lumineux pour plaire aux enfants. Maya a insisté sur une couleur beige et calme. Les émotions de Maya s'apaisaient souvent lorsque David la prenait dans ses bras et la faisait tourner,
ce qui la réconfortait dans les moments difficiles. Ce matin-là, Maya et les enfants étaient déjà dans la voiture lorsque la plus jeune, Julie, s'est mise à pleurer à cause d'un mal de gorge. Sam, qui adore sa petite sœur, propose à Maya de laisser Julie à la maison et lui demande s'il peut rester lui aussi, car il trouve ennuyeux de choisir le papier peint. Maya a regardé sa fille aînée, avec son approbation. Erika a décidé de rester elle aussi. Maya sourit avec reconnaissance, promettant de revenir rapidement, et sur ce, elle et son mari partirent en voiture. Les enfants étaient loin de se douter de ce qui les attendait, ce serait la dernière fois qu'ils verraient leurs parents. Maya et David ont péri instantanément dans un tragique accident de voiture. À peine 5 minutes avant d'arriver au magasin, les enfants ont été accablés par la dévastation et le chagrin, et ont pleuré tous les trois. En regardant les tombes de leurs parents, Kazé a pris la seule décision qui lui semblait moralement juste: je vais les prendre, ils n'iront pas à l'orphelinat. Qu'est-ce qui te prend? Les prendre tous les trois ensemble? Prends au moins l'aînée, elle peut t'aider, lui demande son mari. Pourquoi es-tu si insensible? Ils ont perdu leurs parents, leur monde s'est écroulé. Ils ne doivent pas se perdre l'un l'autre. Et n'oublie pas que David était ton meilleur ami, répond Kazé. Malgré leur querelle d'une semaine, Kazé commence à rassembler les documents nécessaires. Sans le consentement explicite de son mari, Kazé a demandé la tutelle aux autorités, qui ont finalement accédé à sa requête et lui ont confié les enfants. L'appartement de Lou, autrefois spacieux avec seulement 3 personnes, devient exigu avec 6 personnes. Tout change. Louis et sa femme se disputent fréquemment et son irritation est difficile à contenir. Il se demande pourquoi ils doivent tous les prendre et exprime sa frustration de ne pas être entendu. Je n'ai pas mon mot à dire, disait-il. Kazé ne comprenait pas comment il pouvait être aussi indifférent. Ce n'est pas une question de débat. Maya était comme une sœur pour moi. Elle m'a sauvé la vie, et sans elle, je n'existerais pas. Maintenant, tout ce que je peux faire, c'est m'assurer que ces enfants ne deviennent pas orphelins. Je serai leur mère, leur famille, c'est à vous de décider. Si tu ne me soutiens pas, c'est ton choix, mais je ne changerai pas d'avis, a-t-elle déclaré, blessée par le manque d'empathie de son mari. Depuis lors, leur relation a commencé à se fissurer. Bien que leur relation n'ait jamais été parfaite, Kazé et Louis ont toujours été témoins du talent de Maya et David pour se disputer et ensuite résoudre leurs conflits. Cependant, Kazé et Louis vivaient une vie de famille plus distante et silencieuse, parfois. Kazé a l'impression qu'il s'agit d'étrangers qui ont été proches mais qui se sont désintéressés l'un de l'autre depuis longtemps. Ils semblaient se désintéresser de la vie de l'autre et vivaient des existences séparées. Louis a souvent fait remarquer qu'il ne voulait pas travailler pour les autres. Il lui arrivait de faire des affaires, d'acheter des marchandises à bas prix et de les revendre en faisant des bénéfices. Au fil du temps, il a commencé à louer un camion et à accepter diverses commandes. Louis avait même son propre bureau, une petite pièce où il disparaissait pendant des jours et des nuits. Il prétendait élaborer une stratégie pour une nouvelle entreprise, mais en réalité, ses idées ne généraient pas de revenus ou nécessitaient des investissements importants. Aux grandes dames de Kazé, il prélevait souvent de l'argent sur le budget familial. Kazé recevait une allocation généreuse pour ses 3 enfants, ce qui permettait à la famille de subvenir à ses besoins. Au départ, Louis s'opposait à ce que les enfants de Myers vivent dans la maison jusqu'à ce qu'ils reçoivent leur premier paiement. Il s'est vite rendu compte qu'il s'agissait d'une source de revenus précieuse et s'en est réjoui. Kazé, quant à elle, considère qu'il s'agit d'argent pour les enfants. Cependant, Louis a commencé à demander de l'argent à Kazé tous les mois. Au bout d'un an, Erika, la fille aînée, d'abord hostile à Kazé, commence à la considérer comme une amie et une confidente. Elles sont même allées ensemble chez le médecin pour un bilan de santé lorsqu'Erika a eu 16 ans. Kazé a traité le petit ami d'Erika comme Maya l'aurait fait, l'acceptant dans la famille et plaisantant avec lui tout en lui servant de la nourriture et du thé. Louis, quant à lui, a commencé à rentrer moins souvent à la maison, restant souvent tard au travail. Kazé se consacre entièrement aux enfants. Cependant, l'argent ne suffit pas à leur procurer tout ce qu'ils désirent. Aussi Kazé décide-t-elle de trouver un emploi à temps partiel.
C'est alors que Madame Lancaster, une voisine âgée qui aidait occasionnellement avec les enfants, a suggéré à Casey d'essayer de travailler en tant qu'accompagnatrice professionnelle. Casey est d'abord déconcertée et demande des explications. Madame Lancaster lui a expliqué que Casey travaillerait pour une entreprise et suivrait des instructions sur la manière de se comporter et sur ce qu'il faut faire. Il s'agit le plus souvent de tâches telles que le nettoyage de l'appartement d'une personne avant l'arrivée de ses parents. Les jeunes gens aisés, qui manquent de temps mais ont de l'argent, engagent souvent des femmes de ménage une fois par semaine. La rémunération est bonne et il y a parfois des tâches supplémentaires comme le babysitting. Madame Lancaster pense que Casey excellera dans ce travail, qui ne nécessite que quelques heures loin de la maison et offre un revenu décent. Bien que l'entreprise prenne un pourcentage, Casey recevrait toujours environ 70%. La seule condition est que ses performances et son comportement seront évalués au moyen d'un système de notation. Les bonnes notes seraient accompagnées d'un bon retour d'information, tandis que l'impolitesse ou les performances insuffisantes entraîneraient des notes négatives, à l'instar d'un système d'évaluation scolaire. Madame Lancaster avait confiance en la nature travailleuse de Casey et pensait qu'elle excellerait dans ce domaine. Après avoir étudié attentivement la suggestion de sa voisine, Casey a compris les avantages potentiels de ce type de travail. Cela lui permettrait de mieux subvenir aux besoins de ses enfants et de réaliser leurs souhaits. Erika voulait un nouveau téléphone depuis un certain temps, et avec ce revenu supplémentaire, Casey pourrait enfin le réaliser. Elle a décidé de saisir cette opportunité tant que Louis n'était pas au courant. Ainsi, elle pourrait consacrer tous ses revenus à ses enfants et leur offrir un avenir plus radieux. Casey utilisait un téléphone à touche basique depuis un an et ne parvenait pas à communiquer efficacement avec ses camarades dans les salons de discussion. Lorsqu'elle a découvert que Casey s'occupait des 3 enfants de son amie, sa voisine lui a donné une adresse. Casey s'est rendu à cette adresse et a été accepté sans trop de questions. Il s'est avéré que le patron avait également accueilli les 2 enfants de son défunt frère il y a quelque temps. Le premier jour, Casey a été généreusement payée par le patron. Le soir, elle est revenue avec des cadeaux. Même si ce n'était pas assez pour un téléphone, elle pouvait s'offrir un délicieux dîner et des petites gâteries pour tout le monde. Alors qu'ils sont tous réunis autour de la table, Erika demande des nouvelles de Louis. Casey haussa les épaules et répondit qu'elle ne savait pas où il se trouvait, supposant qu'il travaillait probablement tard. La dernière chose à laquelle elle pense est l'endroit où se trouve Louis, car il ne fait qu'ajouter à ses difficultés, comme d'autres maris. Non seulement il ne contribuait pas aux finances de la famille, mais il prenait aussi l'argent de poche des enfants. Auparavant, il dépensait au moins de l'argent pour les courses, mais ces derniers mois, il ne ramenait à la maison que ses vêtements sales et se plaignait que la soupe n'était pas assez cuite. Casey a continué à travailler à temps partiel de manière régulière. En 2 semaines, elle a réussi à économiser suffisamment pour acheter un nouveau téléphone portable à son aîné et des vêtements aux plus jeunes. Ce jour-là, Casey a accompagné les enfants à l'école et au jardin d'enfants, puis a reçu un appel par le biais d'une application de messagerie et s'est dépêchée d'aller au bureau. Elle s'est changée et, au bout de 30 minutes, s'est retrouvée devant un grand manoir. Casey a été accueillie avec assurance par une belle fille qui a supposé qu'elle faisait partie de l'agence. La jeune fille l'accueille à l'intérieur. Casey ne peut s'empêcher de remarquer à quel point l'hôtesse est d'une beauté époustouflante, comme si elle passait son temps dans les salons de beauté. Casey se dit que si elle prenait mieux soin d'elle, elle pourrait être aussi belle. L'hôtesse semble avoir à peu près l'âge de Casey. Cependant, la maison elle-même était en désordre. La jeune fille ne dit pas grand-chose et se retira dans sa chambre. Bien qu'il y ait une femme de ménage à demeure qui s'occupe du nettoyage, de la cuisine et de la lessive, il y a encore du travail à faire. La gouvernante montre à Casey ce qu'il faut nettoyer et ranger. Cette fois, Casey passe beaucoup de temps à nettoyer le désordre laissé par les riches occupants. Alors qu'elle a presque terminé, le regard de Casey tombe sur un portrait posé sur la table. À son grand étonnement, il s'agit d'une photo de son mari, Louis, qui lui sourit. Elle prend le cadre dans ses mains, n'en croyant pas ses yeux. Elle a d'abord pensé que Louis avait une autre famille et qu'il cachait le fait qu'il était un riche héritier. Casey secoue la tête, rejetant cette idée.
Bien qu'elle semble plausible, il y a probablement d'autres explications à cette révélation. À ce stade, la première pensée de Kazé était que la personne sur la photo n'était pas son mari, mais peut-être quelqu'un qui lui ressemblait. Elle l'a examiné de près, réalisant qu'il ne pouvait pas se ressembler à ce point, à moins, bien sûr, qu'il ne s'agisse de son frère jumeau. Kazé continua à nettoyer, mais son esprit resta occupé par les pensées de la photo et de son mari pendant les 2 heures qui suivirent. Si Louis avait bien un frère jumeau, cela signifiait-il que Troy avait un oncle quelque part? Et si ce frère avait aussi des enfants? Peut-être que Troy avait un cousin qui vivait dans cette maison. Perdu dans ses pensées, Kazé ne réalise pas à quel point elle a récuré la salle de bain jusqu'à ce qu'elle soit étincelante. Ça suffit. Arrêtez, dit la vieille femme de ménage en souriant, je vois que tu es capable et que tu n'as pas peur de travailler dur. Désormais, je n'inviterai plus que vous. Cela ne vous dérange pas? Kazé sourit et répond, bien sûr que non, j'en serais ravi. Ceci fait, Kazé laissa ses coordonnées et jeta un coup d'œil au portrait en sortant, la curiosité l'emportant. Qui est l'homme sur la photo? Demanda-t-elle. La gouvernante serra les lèvres et hésita avant de répondre. Nous ne sommes pas censés parler de notre employeur, mais si cela vous intéresse, c'est le nouveau petit ami de Brenda. Et laissez-moi vous dire que c'est une crapule. Il pense déjà à épouser Brenda, mais son père, Victor, n'est pas d'accord. Et je ne l'aime pas non plus. Il est tellement insolent. Mais Brenda est amoureuse. Son père a essayé de la prévenir, mais ils se sont disputés. Kazé acquiesce, fait ses adieux et rentre chez elle. En entrant, elle trouve Louis déjà là, en train de s'arranger devant le miroir. J'ai une réunion d'affaires à mon bureau aujourd'hui. Je serai en retard, lui dit-il. Kazé s'assit sur le bord du lit, se souvenant de l'époque où Louis passait de plus en plus de temps dans son bureau. Quel est l'objet de la réunion? Demande-t-elle. Oh, juste des jouets à la mode, je les achèterai moins cher et je ferai un gros bénéfice, répondit Louis en souriant. Donnez-moi de l'argent pour un bouquet, voulez-vous? Il y aura un frère et une sœur à la réunion, ils ont une entreprise familiale dans l'industrie du jouet et je veux les impressionner. Kazé secoua la tête d'un air sceptique et sortit de sa poche la moitié de ce qu'elle avait gagné. Louis sourit, prend l'argent et s'en va. Pendant ce temps, Kazé se souvient de l'adresse du bureau de son mari, jetant un coup d'œil à sa montre. Elle se rendit compte qu'il lui restait environ 1 heure avant d'aller chercher Troy à l'école maternelle. Elle aurait dû se reposer, mais l'idée ne la quittait pas. Finalement, elle se décida et quitta la maison, se dirigeant vers l'arrêt de bus. Son plan était simple, affronter Louis et lui parler de la possibilité d'avoir un frère jumeau en ville, juste pour jauger sa réaction. Kazé descendit du bus à l'arrêt désigné et regarda autour d'elle, réfléchissant à ce qu'elle allait faire. Alors qu'elle se tenait près de l'entrée du centre commercial, un jeune musicien attira son attention. Il y avait un homme qui ressemblait à un sans-abri, même si c'était difficile à confirmer. De nos jours, les jeunes s'habillent de manière à ressembler à des personnes vivant dans la rue. Bonjour. Voulez-vous que je vous joue quelque chose? Demande l'inconnu. Kazé répond par un sourire modeste. Je suis désolé, mais je n'ai pas d'argent. Moi non plus, mais ce n'est pas ce que j'ai demandé, répondit l'homme avec un sourire en coin. Kazé fut captivé par ses yeux bleus, oubliant momentanément tout le reste. L'inconnu était incroyablement séduisant, avec ses cheveux blonds et bouclés et ses yeux attirants. Il semblait jeune, peut-être dans la trentaine, ses vêtements amples sur sa silhouette élancée le faisaient paraître encore plus jeune. Il tient une guitare usée et se met soudain à jouer la chanson préférée de Kazé. Elle est stupéfaite par l'habileté avec laquelle il chante. « Pourquoi as-tu choisi cette chanson en particulier ?» demande-t-elle une fois qu'il a terminé. « C'est ma préférée, sourit-il. »« Tu as beaucoup de talent », complimenta Kazé en jetant un coup d'œil à sa montre. Elle se rendit compte qu'elle devait se dépêcher. Elle remercia le musicien de rue, lui fit ses adieux et reprit sa route. Arrivée au bureau, elle hésite à entrer. Elle prend néanmoins son courage à deux mains et tourne la poignée de la porte. « Qui êtes-vous venu voir ?
dit une voix derrière elle. C'est l'agent de sécurité, c'était le bureau de mon mari, expliqua Kazé. Ce bureau est inoccupé depuis 6 mois et la femme de ménage s'en sert comme buanderie, ajouta l'agent de sécurité. Il ouvre la porte et Kazé découvre une pièce familière, le même papier peint, la même table et la même chaise aux pieds cassés. Mais à présent, elle appartenait manifestement au concierge, qui l'utilisait comme bureau privé. Kazé exprime sa gratitude au gardien et se dépêche de prendre le bus. Elle a le cœur lourd. Elle s'assura de ne pas prendre le même chemin pour éviter de croiser à nouveau le charmant musicien. Elle ne voulait pas qu'il la voie bouleversée au cas où il souhaiterait lui rejouer quelque chose, et elle n'arrivait même pas à forcer un sourire. Enfin, Kazé monta dans le bus et se rendit à l'école maternelle. Elle écouta les plaintes de l'institutrice, puis ramena les enfants à la maison, leur donna à manger, rencontra les autres enfants de l'école, les aida à s'habiller, écouta une myriade d'histoires sur leurs camarades de classe, leurs professeurs et d'autres problèmes, et rangea la table. Laissez-moi faire la vaisselle. Tu vas te détendre. Je m'occupe des petits. Tu as l'air contrarié, dit Erika. Kazé est reconnaissante à la jeune fille d'avoir remarqué que quelque chose n'allait pas. Oui, Erika était comme une mère pour elle, capable de détecter les moindres changements d'humeur, et elle essayait toujours de l'aider autant qu'elle le pouvait. Ce soir-là, Louis n'est pas rentré à la maison, il ne revint que le surlendemain. Il inventa une histoire, prétendant que ses nouveaux partenaires l'avaient invité à visiter leur nouvel entrepôt dans un état voisin. Malgré ses impressionnants talents de menteur, il était clair qu'il n'était pas fait pour être un homme d'affaires. Kazé n'a pas pu dormir cette nuit-là, car Lou n'est rentré que le lendemain, et une fois de plus, il a menti. Il l'a regardé droit dans les yeux, sans même lui demander des nouvelles de leur fils ou comment elle allait. Louis semble perdu dans ses propres pensées. Kazé comprend que cette fois, elle doit le suivre. Il n'est resté qu'1 heure à la maison, à manger et est reparti. Kazé était si inquiète qu'elle a négligé un nouvel ordre et a décidé de le prendre en flagrant délit de tromperie. L'idée qu'il lui prenne l'argent qu'elle avait gagné en nettoyant les toilettes pour acheter un bouquet à sa maîtresse la dégoûtait. Lorsqu'elle a vu Louis entrer dans cette maison, elle n'a pas pu reprendre son souffle tant elle était choquée. Brenda l'accueillit à la porte et lui passa les bras autour du cou. Kazé marmonna sous son souffle, « Je ne l'accueillerai pas comme ça. » Elle fit un pas en avant. La porte n'étant pas verrouillée, Kazé entra dans la maison et trouva Louis et Brenda sur un canapé dans le luxueux salon. C'était le même canapé qu'elle avait récemment nettoyé. Incapable de se contenir, elle s'écria, « Comment as-tu pu ?» Louis fut surpris de la voir et lui demanda ce qu'elle faisait là. Brenda, ne comprenant pas la situation, lui demanda fermement, « N'es-tu pas la nouvelle femme de ménage ?» Kazé répond, « Oui, je suis la femme de ménage, et voici le mari de la femme de ménage, mon mari, pour être exact. » Brenda quitte la pièce en leur disant d'arranger les choses entre elles. Kazé n'a pas pu retenir sa colère et a saisi un vase sur la table, le lançant sur Louis. Celui-ci réussit à l'esquiver et le vase se brisa sur le carrelage. Kazé se sentait comme un clown dans un cirque, accablé de regrets. Soudain, sa colère se dissipe et ne laisse place qu'à l'amertume. Elle s'approcha de son mari, le regarda un instant dans les yeux, puis le gifla si fort qu'il cria. Sans dire un mot, elle se retourne et s'en va. « Je vais demander le divorce, » déclare-t-elle. Louis la poursuivit en disant qu'elle était folle et qu'elle ne pouvait pas se contrôler. Kazé pleurait et ne pouvait plus s'arrêter. Même en arrivant à l'entrée là, elle est accueillie par la voisine qui l'avait aidée avec les enfants. « Qu'est-ce qui se passe ?» lui demande la voisine. « Laissez-moi vous offrir une tasse de thé à la camomille. » La camomille est connue pour soulager les inflammations. « Valaran peut vous calmer, » dit Kazé en sanglotant. « Oui, ma chère, vous savez toujours ce qu'il y a de mieux à faire, » a répondu Madame Lancaster. 10 minutes plus tard, Kazé tenait la camomille chaude dans ses mains, mais elle ne parvenait pas à se calmer en racontant les événements qui s'étaient déroulés. Madame Lancaster demanda, « Qu'avez-vous l'intention de faire ?» Après avoir écouté toute l'histoire, Kazé a répondu, « Je vais faire mes bagages. Je ne veux plus rester sous le même toit. » Cette décision prise,
Kazé et les enfants quittent l'appartement de Maya. Au départ, ils avaient prévu de trouver de nouveaux locataires, mais Kazé a décidé qu'il ferait mieux de trouver un nouvel endroit pour eux-mêmes. Ce ne sera pas difficile pour les enfants, ils avaient l'habitude de vivre là avec leurs parents, demande un voisin inquiet. Kazé réfléchit un moment et répond, « Vous avez raison, ce sera peut-être difficile pour eux. Mais je vais tout rénover, j'achèterai de nouveaux papiers peints et nous nous approprierons les lieux. Ensuite, nous pourrons emménager. » Kazé a pris ce projet en main. Elle a réorganisé les meubles, enlevé les vieux tapis et changé le papier peint de l'une des pièces. Il lui a fallu 2 jours pour mener à bien cette tâche. Pendant ce temps, elle s'est absentée de la maison et les enfants sont restés avec Madame Lancaster. Tout est prêt, nos affaires sont emballées, nous pouvons déménager maintenant, annonce Kazé lorsqu'elle a terminé ses petites réparations. Pour être honnête, elle était physiquement et émotionnellement épuisée, le ménage l'avait toujours aidée à trouver du réconfort. Mais le travail qu'elle avait effectué ces derniers jours avait fait des ravages dans son corps. Le lendemain matin, ils ont tous emménagé dans le nouvel appartement. Le soir même, Erika doit appeler une ambulance pour Kazé. Elle s'est sentie mal et a fini par s'évanouir. À l'hôpital, Kazé reprend connaissance, mais les médecins insistent pour faire des examens complémentaires. L'échographie a révélé quelque chose de tout à fait inattendu. Pour autant que nous puissions en juger, votre grossesse n'est pas menacée dans l'immédiat, mais vous devez prendre soin de vous. L'évanouissement peut être un signe de surmenage, alors donnez la priorité à votre santé, a conseillé le médecin à Kazé. Elle est en état de choc. C'était la dernière chose dont elle avait besoin. Elle avait déjà 4 enfants et un mari qu'elle voulait divorcer et ne plus jamais revoir. Que doit-elle faire maintenant? Kazé demande à sortir de l'hôpital pour se donner le temps de réfléchir. D'un côté, elle savait qu'elle ne serait pas capable de gérer un 5e enfant, ni mentalement, ni physiquement, ni financièrement. D'un autre côté, elle ne peut se résoudre à se débarrasser du bébé. Même si elle se retrouvait à la rue, elle ne pouvait pas supporter de faire du mal à ce miracle à naître. C'était une partie d'elle-même, quoi qu'ait fait Louis. Les enfants ne sont pas à blâmer. 3, en particulier, étaient la source du bonheur de Kazé. Les enfants de Maya étaient devenus les siens. Madame Lancaster a été mise au courant de tout par une conversation téléphonique. « Oh, quand j'étais jeune, j'ai fait une terrible erreur, c'était un parcours difficile, mais j'ai été soignée pendant longtemps, alors qu'aujourd'hui les médecins s'occupent de tout. Il s'agit de prévenir les problèmes de santé à l'avenir. Es-tu absolument certaine de ne pas vouloir revenir sur ta décision, chérie, réfléchis bien ?» dit Kazé en secouant la tête. Elle tient son smartphone fêlé près de son oreille avec ses doigts fins. « Non, j'ai pris ma décision, je vais accoucher le jour même, » dit Kazé en informant les enfants qu'ils auront bientôt un nouveau frère ou une nouvelle sœur. « Mais tu n'es pas notre vraie maman, » dit la petite Julie en fronçant les sourcils. Kazé sourit, « Bien sûr, je ne suis pas votre mère biologique, mais je vous aime tous comme une famille. Vous êtes tous aussi importants pour moi. Vous êtes tous mes enfants. » Julie a crié de joie, « Alors je veux une petite sœur. » Nous pourrons jouer ensemble, Kazé. Sam répond, « Non, je veux un petit frère. J'ai déjà assez de sœurs. » Depuis cette conversation, Erika ne permet plus à Kazé de porter quoi que ce soit de lourd. Elle s'est occupée de Kazé comme personne ne l'avait jamais fait auparavant, allant même jusqu'à faire pleurer Kazé de gratitude. Bien que ce soit probablement dû aux hormones, Kazé travaillait encore plus dur. Elle voulait tout acheter pour le nouveau bébé, un bon berceau et des jouets. Louis refuse d'aider Kazé, bien qu'il soit le tuteur officiel des enfants de Troy et Maya. Sans lui, Kazé n'aurait pas eu 3 enfants. Je comprends que votre rôle dans la vie de l'enfant de Maya n'est qu'une formalité. J'ai promis de ne pas te tenir responsable d'eux, mais tu es le père de 3 et je suis enceinte de toi. Nous avons besoin d'argent pour payer les frais de garde et les factures. Enceinte de mon enfant, c'est absurde, et ne t'avise plus d'appeler ici, espèce de maître chanteur. L'enfant n'est pas de moi. Vous comprenez, en réalité, Louis craignait que Kazé ne ruine sa relation avec la riche femme,
car il avait pris goût aux finances de son père. Kazé regrette profondément d'avoir annoncé sa grossesse à Louis, mais elle n'a pas d'autre choix, elle a besoin d'argent et commence à accepter 3 ou 4 emplois par jour, travaillant sans relâche. Au bout d'une semaine, les saignements ont commencé. Elle s'est produite l'après-midi, alors que les enfants étaient absents de la maison. Kazé a perdu connaissance sur le chemin de l'hôpital. Lorsqu'elle s'est réveillée, les médecins lui ont annoncé la triste vérité. Votre vie n'est plus en danger, mais vous devrez rester avec nous pendant un certain temps. Vous pourrez toujours avoir des enfants à l'avenir, mais cette fois, ce sera des excuses. Ces derniers mots transpercent le cœur de Kazé. Elle avait l'impression qu'un couteau tranchant l'avait transpercée, la perte d'un enfant. Elle a poussé une exclamation d'horreur. Le médecin lui explique qu'elle a fait une fausse couche à cause d'un surmenage qui a provoqué une hémorragie interne. Heureusement, elle a été amenée à l'hôpital juste à temps. Perdue dans ses pensées, Kazé fixe le mur pendant la nuit, après avoir pleuré continuellement pendant la journée et la nuit. Erika lui rendit visite tous les jours jusqu'à ce que le médecin l'autorise à rentrer chez elle. Ne vous inquiétez pas, je l'ai déjà dit à tout le monde qu'il n'y aurait pas de problème, j'ai déjà informé tout le monde qu'il n'y aurait pas de bébé. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit à qui que ce soit, a déclaré Erika avec colère, lorsque Kazé lui confie l'infidélité de Lou, son refus de l'aider et ses paroles blessantes concernant le bébé. Erika s'exclame, c'est la faute de Louis. C'est un vrai salaud. Merci, Erika, j'aurais craqué si j'avais dû le leur dire moi-même. Ils avaient tellement hâte d'avoir un petit frère ou une petite sœur, a répondu Kazé. C'est mieux ainsi, Kazé, tu auras des enfants, mais avec un homme bien, pas avec ce traître, lui assure Erika. De retour à la maison, Kazé est entouré de ses enfants, impatient de partager la nouvelle. Trois grimpe dans les bras de sa mère et demande, alors, la cigogne retarde-t-elle l'arrivée du bébé? Kazé acquiesce tristement, oui. On dirait qu'ils voulaient amener le bébé à quelqu'un d'autre plutôt qu'à nous. Ils n'ont pas d'enfant et il a dit qu'ils avaient besoin du bébé. D'abord, il serait heureux, et ensuite il nous l'amènerait. Est-ce que ça va? Tu es fâché? Kazé improvise sa réponse. Non, maman, je ne suis pas fâché. Peux-tu m'acheter des Legos? Kazé soupire, bien sûr, je le ferai. Elle a dû tout recommencer. Retrouvant son calme, elle se remet au travail. Kazé est embauchée par d'autres familles aisées et leur rend régulièrement visite, accomplissant diverses tâches. Le salaire est décent et des allocations sont prévues pour les enfants. Kazé se débrouille et la vie continue comme si de rien n'était. Un jour, Kazé rencontre à nouveau le musicien de rue, celui qui joue de la guitare. Il jouait un morceau et les gens déposaient de l'argent dans son chapeau. Kazé avait l'intention de passer devant lui lorsqu'il changea soudain de répertoire et joua une mélodie familière. Kazé s'arrêta, réalisant qu'il la jouait pour elle. Il la salua lorsqu'elle se retourna. « Bonjour, je ne voulais pas vous déranger », répond Kazé. « J'attendais que vous repassiez. Je peux vous offrir un café ?» suggère le type. Kazé hausse les épaules, il avait l'air plutôt négligé, mais son visage était rasé de près et ses manières trahissaient quelqu'un qui, à défaut d'être aristocratique, était certainement sophistiqué. Adam et Kazé se retrouvent assis à une table confortable dans un café en plein air, absorbés par une conversation animée sur la musique. Il existe un lien inexplicable entre eux, bien qu'ils soient étrangers. Kazé ressent une envie indéniable de passer du temps avec Adam, même si ce n'est qu'un bref répit dans ses obligations. Adam raconte des anecdotes amusantes sur les musiciens de rue, ce qui fait rire Kazé de bon cœur. Peut-être que nos chemins se croiseront à nouveau, songe-t-il à voix haute. Se rendant compte que cet homme ne comprenait pas tout à fait les subtilités de sa situation, Kazé soupire. J'ai 4 enfants, Adam, dit-elle. Mais c'est génial. Amenez-les ici demain, j'aimerais les rencontrer, et vous m'avez surprise. J'ai d'abord cru que tu avais à peine 18 ans, plaisante Kazé en affichant un sourire. Adam répond de façon amusante, tu me flattes, j'attends avec impatience notre rencontre de demain,
et je leur donnerai la sérénade avec leur chanson préférée, n'importe quelle chanson qu'ils désirent. Kazé acquiesça, le cœur palpitant d'impatience, et poursuivit sa journée. Ce soir-là, un sourire radieux dansa sur son visage, illuminant son âme. Le lendemain, Kazé réunit toute sa famille et se rendit à l'endroit même où elle s'était assise avec Adam. À leur arrivée, Adam les accueille chaleureusement, le visage rayonnant. Il divertit les enfants de Kazé et les autres, jouant habilement leurs airs préférés et les amusant avec des devinettes musicales. Les rires et la joie emplissent l'air. Après ce spectacle enchanteur, Adam invita généreusement Kazé et ses enfants à le rejoindre dans un café voisin, insistant pour les régaler tous. Étonnamment, il refuse d'accepter l'argent gagné grâce à son spectacle captivant, préférant prendre un portefeuille élégant et coûteux pour régler l'addition avec sa carte. Intrigué par ce geste, Kazé ne peut s'empêcher de demander « Qui êtes-vous vraiment, Adam ?» Sa curiosité est piquée, le sourire malicieux d'Adam s'élargit et il s'empresse de répondre « Considérez-moi comme un agent secret. » Kazé secoue la tête en signe d'incrédulité, tentant d'approfondir le sujet, mais Adam s'amuse à détourner la conversation. Ils continuèrent à passer des soirées inoubliables ensemble, ces escapades délicieuses devenant un événement régulier dans leur vie. Adam et Kazé se téléphonent et se rencontrent 1 ou 2 fois par semaine, appréciant le temps qu'ils passent ensemble. Un jour particulier, alors que Kazé préparait un délicieux gâteau à la maison, elle ne put s'empêcher de vouloir partager sa création culinaire avec son nouveau compagnon. Enthousiaste, elle s'enquiert des allées et venues d'Adam. « Es-tu à l'endroit où tu vas te produire aujourd'hui ?» demande-t-elle. Cependant, avant qu'elle ne puisse recevoir une réponse, Adam met brusquement fin à l'appel, laissant Kazé perplexe et inquiète. La nuit tombant rapidement, Kazé décide de rendre une petite visite à Adam, impatiente de lui offrir le gâteau. Alors qu'elle se promène dans la rue, une mélodie familière parvient à ses oreilles. Il doit être en train de jouer pour quelqu'un et tenter de gagner quelques pièces supplémentaires, conclut Kazé en se rassurant. Attirée par la source de la musique, elle finit par apercevoir Adam, qui jette sa guitare et se lance à la poursuite d'un homme qui a manifestement commis un acte répréhensible. À sa grande horreur, l'homme s'arrête brusquement et brandit un couteau. La distance qui les sépare diminue rapidement et le cœur de Kazé s'emballe de peur et d'inquiétude pour la sécurité d'Adam. L'attention d'Adam est attirée vers elle et, à ce moment précis, un homme lui enfonce vicieusement un couteau dans l'estomac. Kazé poussa un cri perçant, laissant tomber le gâteau qu'elle tenait. L'inconnu encapuchonné se prépara à frapper à nouveau, cette fois-ci en direction de Kazé. Cependant, avant qu'il ne puisse lancer une nouvelle attaque, un coup de feu assourdissant retentit dans l'air. Kazé sursauta et, lorsqu'elle trouva le courage d'ouvrir les yeux, elle vit que l'agresseur s'était effondré sur le sol. Adam gisait sur le sol, face contre terre, le sang s'écoulant de sa blessure. Se ressaisissant, Kazé appelle une ambulance tout en couvrant désespérément la blessure d'Adam de ses mains tremblantes. Miraculeusement, Adam reprend brièvement conscience avant de sombrer à nouveau dans l'inconscience. Accablé, Kazé demande anxieusement. « Pourquoi en avait-il après toi? As-tu volé son argent ?» Adam répond faiblement, « Non, il ne s'agit pas de cela. Je suis un agent secret. » Kazé a du mal à comprendre cette révélation. Les larmes aux yeux, elle supplie, « S'il te plaît, ne meurs pas. » Quelques heures plus tard, à l'hôpital, Kazé se présente comme la petite amie d'Adam et est autorisée à l'accompagner. Pendant ce temps, les policiers présents à l'hôpital recueillent la déclaration de Kazé, confirmant qu'Adam Foster était bien un agent infiltré chargé de démanteler le trafic de drogue local. C'est en raison de son expérience unique dans le domaine de la musique qu'il a été choisi pour cette mission spécifique. Kaz a raconté comment Adam lui avait sauvé la vie, ce qui a incité l'un des officiers à l'informer, d'une manière amusante, qu'il était célibataire. À ce moment-là, Kazé se préoccupe uniquement du bien-être d'Adam. Alors que l'opération se poursuit, une femme mince entre dans le couloir et s'approche précipitamment d'eux, supposant qu'il s'agit d'une parente d'Adam, puisqu'il n'est pas marié. Kazé lève les yeux et est frappé de stupeur. C'est Brenda qui prononce le nom de Kazé avec une expression horrifiée. L'hostilité initiale de Brenda s'est atténuée et elle s'est enquise, en larmes, de l'état d'Adam. Kazé,
Essayant de garder son calme, rassure Brenda et la guide vers une chaise voisine. Elle lui raconte sa rencontre avec Adam et les événements qui se sont déroulés depuis. Brenda, après avoir entendu les explications de Casey, révèle qu'elle est la sœur d'Adam. Elle explique que leur père et Adam n'ont jamais eu de bonnes relations, car leur père était impliqué dans des affaires illicites, tandis qu'Adam poursuivait la justice avec une honnêteté inébranlable. Cette tension a conduit Adam à entrer dans la police et à prendre ses distances avec leur père, refusant toute aide financière. Malgré cela, leur père avait ouvert un compte pour Adam, par un moyen ou un autre. Il y a eu accès malgré tout. Je ne sais pas si Adam l'utilise, et je me trouve dans une situation difficile. Ma mère est décédée d'un cancer il y a 1 an, et mon père était dévasté. Il a demandé à Adam de reprendre son entreprise, mais ce n'était pas vraiment l'entreprise qu'il voulait que son fils reprenne. Notre père se sent seul et n'est pas au courant de la blessure d'Adam, que je ne lui ai pas encore révélée. Si quelque chose devait arriver, je crains de ne pas pouvoir faire face, et notre père non plus. Casey tente de consoler Brenda et sa colère s'apaise. C'est la 5e heure de l'opération. S'il vous plaît, pardonnez-moi, dit-elle. Louis prétendait que sa femme le trompait et le forçait à adopter les enfants d'autres personnes. Il a dit du mal de vous. C'est pourquoi j'ai réagi comme je l'ai fait. Louis n'est intéressé que par l'argent. Brenda, je m'excuse, mais tu ne vas pas aimer ce que je vais te dire. Casey poursuit en racontant que Louis n'aime pas travailler, qu'il refuse d'accepter les enfants de sa meilleure amie et qu'il compte sur leur argent de poche. Il a même demandé de l'argent à Casey pour acheter des fleurs. Brenda écoute en silence, encore sous le choc. Avant Louis, j'ai vécu une histoire d'amour ratée et j'étais désespérée, avoue-t-elle. Il m'a entourée de soins, et même si je savais qu'il n'était intéressé que par mon statut social, j'ai perdu ma rationalité à ce moment-là. Son statut marital ne me dérangeait pas, d'autant plus qu'il prétendait que vous et lui ne viviez plus comme mari et femme. Casey secoue la tête, se souvenant du scandale que Brenda a provoqué à la maison. J'étais enceinte, dit-elle. À part lui, je n'avais pas été avec un autre homme. Les yeux de Brenda s'écarquillent d'incrédulité. Nous étions déjà en train de préparer notre mariage, murmure-t-elle. Il a juré qu'il ne vivait pas avec toi et qu'il restait chez un ami. Ma vie entière a été bouleversée. S'est écriée Brenda. Si mon frère ne quitte pas ce travail, je vais peut-être le tuer moi-même. Casey sourit et assure Brenda qu'il ne le fera pas, d'après ce que j'ai compris de lui. À ce moment-là, le médecin est entré dans la pièce et a annoncé que l'opération avait réussi. Si Casey n'était pas intervenu et n'avait pas stoppé l'hémorragie, Adam ne serait pas arrivé à l'hôpital. Tout le monde pousse un soupir de soulagement. Le pire est passé et il ne reste plus qu'à espérer qu'Adam se rétablisse complètement. Après sa conversation avec Casey, Brenda a immédiatement mis fin à sa relation avec Louis. Il n'a cessé d'appeler Casey, essayant de la manipuler en la menaçant de lui retirer ses enfants si elle ne le laissait pas revenir dans la famille. Lorsque Brenda l'a appris, elle l'a appelé et l'a fermement informé que s'il continuait à se comporter de la sorte, cela aurait des conséquences. Si tu t'approches encore une fois de la future épouse de mon frère, j'en informerai notre père et il te traitera comme il se doit. As-tu bien compris à quel point tu es méprisable? Lou est décontenancé. Il savait que le père de Brenda avait des relations qui pouvaient traiter les personnes gênantes de manière désagréable. Lou s'est donc juré de cesser tout contact avec son ex-femme et a veillé à ce que Casey reste ignorante à son sujet. Adam se remet de l'accident, mais ne retourne pas chez son père. Leur relation s'améliore considérablement. Casey et Brenda sont devenues des sœurs inséparables. Bien que Brenda ait montré quelques tendances excentriques et gâtées, Casey a élevé seule ses 4 enfants, faisant preuve de gentillesse et de compassion. Les liens entre Casey et Adam ont progressé rapidement et lorsqu'il l'a demandée en mariage, elle n'a pas pu refuser. Leur père a orchestré un magnifique mariage. 1 an plus tard, ils ont accueilli avec joie 2 ravissantes jumelles.